En 1999, la jeune Jessica Dishon est enlevée et assassinée. Il faudra plus de 15 ans pour mettre son tueur derrière les barreaux. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes le 10 septembre 1999 à Shepherdsville, qui se trouve dans l'État du Kentucky. C'est une matinée normale pour la famille Dishon. Nous avons la mère de Jessica qui se prépare à aller au travail puisqu'il est environ 5h30. Du même moment, on a le père de Jessica qui va réveiller ses deux fils pour qu'eux aussi se préparent pour partir à l'école. Et du même moment, il voit que Jessica est toujours en train de dormir, mais il la laisse dormir puisque Jessica part un peu plus tard que les autres. Donc, il ne la réveille pas. Après que les deux jeunes fils prennent le bus, que le père est parti au boulot, nous avons Jessica qui part généralement avec sa voiture à son lycée vers 6h30. Mais ce jour-là, lorsque sa mère rentre, il est environ 13h, 13h30. Elle rentre du travail à ce moment-là et elle se rend compte que la voiture de Jessica est toujours garée dans l'allée. Donc elle se demande pourquoi et elle se dit que peut-être que Jessica est malade ou peut-être qu'elle est toujours en train de dormir. Donc elle se rend directement dans la chambre et elle essaie de la trouver. Sauf que Jessica n'est pas dans sa chambre. Donc elle essaie de la trouver dans la maison. Sauf qu'il n'y a aucune trace de Jessica. Elle a beau la chercher de partout, elle ne la trouve pas. Donc directement, elle va appeler le père de Jessica pour savoir peut-être que cette fois c'est parce que c'est lui qui l'a amenée à l'école directement, donc elle n'a pas pris sa voiture. Mais il lui répond que non, il ne l'a pas vue ce matin-là. Il l'a vue, elle était déjà encore en train de dormir. Donc elle commence vraiment à s'inquiéter et elle se dit qu'elle va voir directement à la voiture de Jessica. Peut-être que tout simplement la voiture a eu un problème ou quelque chose comme ça. Donc elle se rend à la voiture de Jessica et lorsqu'elle ouvre la porte, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal. Déjà, elle remarque en ouvrant la porte qu'il y a une chaussure, mais juste une chaussure, qui est du côté conducteur. Et elle se rend compte qu'il y a également le sac de Jessica. Donc c'est vraiment bizarre qu'elle ait laissé son sac comme ça, mais la chose qui l'inquiète le plus, c'est lorsqu'elle découvre que le téléphone portable de Jessica est dans la voiture, et surtout qu'il y a 2 chiffres qui ont été composés. Et c'est le 9-1. Donc elle se doute directement que Jessica a tenté d'appeler le 911. Donc après avoir découvert tout ça, la mère de Jessica décide d'appeler directement l'école pour s'assurer que Jessica s'est bien rendue en classe ce jour-là. Sauf que l'école lui apprend que non, ils n'ont jamais vu Jessica ce jour-là. Et entre-temps, le père de Jessica est rentré lui aussi à la maison et les 2 parents décident de se rendre au poste de police pour déclarer la disparition de leur fille. Il est aux alentours de 17h lorsqu'ils s'y rendent. Sauf que lorsqu'ils s'y rendent directement, ce qui arrive dans de nombreux cas de disparition, mais là directement on leur dit que c'est sûrement une fugue, elle a 17 ans, donc elle est sûrement partie, elle va revenir plus tard et que faut juste qu'ils reviennent le lendemain. Sauf que quand même, ils ont des éléments qui montrent que c'est peu probable que ce soit une fugue. On a quand même une chaussure qui a été abandonnée, c'est-à-dire qu'elle en a perdu une, enfin c'est vraiment vraiment étrange. On a le sac à main, et c'est quand même quelque chose qui souvent on le prend avec ça, on va pas le laisser comme ça, surtout si on décide de partir quelque part pour avoir son argent, quelque chose. Elle laisse également son téléphone portable, et il y a quand même marqué dessus 9-1, donc c'est vraiment préoccupant. Mais la police estime que pour le moment il n'y a pas de raison de s'inquiéter et qu'il faudra juste voir si elle rentre ou pas, et sinon on avisera le lendemain. Pour vous expliquer un peu, Jessica Dishon, c'est une lycéenne de 17 ans. Elle vit avec ses 2 parents qui s'appellent Mike et Edna, et elle a 2 jeunes frères qui s'appellent Bobby et Chris. Et c'est une famille tranquille, qui ne semble pas avoir de problème, qui ont de bonnes relations. Nous sommes maintenant le 11 septembre 1999, donc un jour après la disparition de Jessica. Donc dès le début de la matinée, les parents se rendent directement au commissariat, et là ils disent: notre fille n'est toujours pas rentrée, donc maintenant, on veut que quelque chose se passe. Des recherches doivent être faites. Donc 2 policiers se rendent chez eux et ils vont directement voir la voiture de Jessica. Sauf qu'une première erreur va être commise, c'est que les inspecteurs ne portent absolument pas de gants, rien, aucune protection, et ils vont commencer à toucher tous les objets présents dans la voiture. Ils vont toucher à tout, ils ne vont rien prendre, et ils ne vont pas saisir non plus la voiture de Jessica, ils vont juste partir après ça. Nous sommes maintenant le 12 septembre 1999, donc 2 jours après la disparition de Jessica, et sa famille décide de vraiment commencer à la chercher, parce que c'est vrai que la police de son côté ne fait pas vraiment de recherche.
Donc son père Mike décide de partir avec son frère à lui Stanley, qui est donc l'oncle de Jessica, et avec quelques amis à eux, ils décident de chercher dans le comté pour essayer de trouver Jessica. Et le comté, pour vous décrire un peu, c'est vraiment comme un endroit assez rural, je dirais très campagnard on va dire, avec pas mal de personnes qui sont des agriculteurs, et c'est un endroit qui est assez petit, les gens se connaissent, parce que généralement les enfants restent, c'est vraiment de génération en génération que les gens vivent ici. Donc les gens se connaissent assez. Et le message, la disparition de Jessica est connu assez rapidement des autres. Donc ils vont chercher dans le comté et surtout dans une zone particulière qui est, on va dire, assez lugubre. Cet endroit s'appelle The River Bottom et c'est un mélange entre forêt et il y a une partie qui est une rivière. Mais c'est décrit comme un endroit vraiment lugubre, un peu avec du brouillard, le genre d'endroit où on ne se balade pas la nuit, par exemple. On n'a pas envie, on va avoir la chair de poule directement. Donc ils cherchent dans cette zone. Et sauf qu'à un moment, nous avons Stanley, l'oncle, qui commence à se sentir très malade. Il commence vraiment physiquement à se sentir malade et à vomir. Donc il arrête les recherches et lui rentre de son côté. Les autres continuent les recherches, mais ça ne donne rien et ils arrêtent à la tombée de la nuit. Après ça, nous avons Mike donc, qui rentre chez lui et à un moment, nous avons un de ses fils qui sort dehors pour nourrir les chiens et il rentre en courant. Et il annonce à son père et dit qu'il pense avoir entendu Jessica crier à l'aide. Donc le père, directement quand il entend ça, il se saisit de son fusil, il sort dehors pour essayer de trouver Jessica. En même temps, il aperçoit son frère Stanley, il lui explique la situation, donc celui-ci l'accompagne pour essayer de la retrouver. Et il cherche dans les alentours et il se rend compte que quelqu'un est en train de faire un feu dans une espèce de baril et cette personne est en train de brûler des vêtements. Et cette personne, il se rend compte qu'il s'agit de leur voisin qui s'appelle Bucky Brooks. Mais la famille Brooks et la famille Dishon n'ont pas vraiment de bonnes relations de voisinage. Ils ont des conflits depuis certaines années. Mais Mike demande quand même à Bucky s'il l'autorise à fouiller sa ferme pour essayer de trouver Jessica. Sauf que Bucky s'y oppose. Il ne veut pas que Mike rentre chez lui. Donc là, Mike commence à vraiment avoir des soupçons contre Bucky. Parce que c'est la seule personne qui lui a refusé l'entrée de chez lui. Avec les soupçons qu'il porte envers Bucky, Mike appelle la police et leur explique ce qui vient de se passer. Donc la police va se rendre chez Bucky et va fouiller sa ferme. Et ils vont amener avec eux des chiens détecteurs de cadavres. Et lorsqu'ils vont se rapprocher du baril dans lequel il a fait brûler les affaires, le chien va marquer l'arrêt. Et ils vont vider ce baril, il y a un gant, et le chien va réagir directement sur ce gant. Donc ça voudrait dire que ce gant a été en contact avec un cadavre. Sauf qu'il n'y a aucune arrestation ni rien qui est fait envers Bucky, ce qui met Mike vraiment dans un état d'énervement. Et celui-ci estime que la police ne fait pas assez d'efforts. Donc il appelle directement le FBI et il leur demande d'intervenir. Le FBI leur répond que les deux solutions pour qu'ils puissent intervenir, c'est soit que la police leur demande de l'aide, soit que le parent de la victime leur demande. Et c'est là que Mike va répondre « Je suis le père de Jessica Dishon et je vous demande d'intervenir ». Et c'est là que le FBI va rentrer en jeu dans cette affaire. Le FBI va commencer les recherches et ils vont commencer de grosses recherches. Donc ils vont directement se saisir de la voiture de Jessica avec tout son contenu, ce que la police n'avait vraiment pas fait depuis le début. Ils vont aussi se rendre dans la chambre de Jessica, relever toutes les empreintes digitales possibles. Ils vont après survoler tous les alentours en hélicoptère pour essayer de repérer s'il y a quelque chose. Ils vont également envoyer des hommes pour essayer de fouiller dans tout ce qui va être les courants d'eau, si jamais elle s'est noyée ou quelque chose dans ce genre. Et ils vont vraiment mettre de gros moyens en place. Et ils vont, de leur côté aussi, aller dans la ferme de Bucky Brooks. Et lorsqu'ils vont fouiller sa grange, ils vont découvrir une photo. Et cette photo, c'est une photo de Jessica. Et donc là, Bucky Brooks devient vraiment le suspect numéro 1 pour le FBI. Nous sommes maintenant le 27 septembre 1999, et cela fait maintenant 17 jours que Jessica a disparu. Ce jour-là, nous avons une femme qui va passer en voiture proche de la River Bottom. Donc la River Bottom, c'est l'endroit lugubre dont j'ai parlé avant, où la famille avait effectué des recherches. Et lorsqu'elle passe en voiture, elle voit quelque chose contre un arbre qui l'intrigue. Elle décide de s'arrêter et elle décide d'aller voir ce que c'est. Et elle repart en courant immédiatement et appelle la police en leur expliquant qu'elle pense avoir découvert un cadavre. Donc le FBI va se rendre sur les lieux directement. Sauf que le corps est vraiment en état de composition avancée et il est très difficilement reconnaissable. Ils pensent qu'il s'agit de Jessica, mais ils ne peuvent pas l'affirmer. Ils vont donc voir la famille. Mike, il ne peut pas. Il ne peut vraiment pas se rendre sur place et il ne veut pas voir sa fille comme ça.
Donc Edna accepte. Elle se rend sur place, mais elle va pouvoir identifier Jessica car elle a un tatou qui est distinctif et donc elle va le reconnaître grâce à ce tatouage. Par la suite, bien sûr, une autopsie va être faite et on va découvrir que la cause de la mort est la strangulation. On va également découvrir qu'elle a une jambe cassée et surtout qu'elle a eu des doigts qui ont été coupés. Mais on apprend aussi qu'elle n'a pas été tuée directement le jour de sa disparition. On pense qu'elle a été tuée environ 3 jours après qu'elle a été déclarée disparue. Le FBI va interroger Bucky Brooks, et celui-ci va leur donner encore plus de raisons de se méfier de lui. En premier lieu, il va commencer par dire que ce matin-là, le matin de la disparition de Jessica, il l'a vue marcher le long de la route. Mais après, il va revenir dessus rapidement. Il va dire que non, finalement, c'est pas possible, il n'a pas pu la voir ce matin-là parce qu'il avait des rapports sexuels avec sa femme, et donc il n'a pas pu la voir. Sauf que lorsque le FBI va vérifier ses dires auprès de sa femme, celle-ci va nier. Elle va dire que non, ce n'est pas arrivé. Donc là, il se demande quand même pourquoi est-ce qu'il change de version, pourquoi est-ce qu'il ment sur certains faits. Donc vraiment, les soupçons se renforcent énormément envers Bucky Brooks. Le FBI va alors lui demander de se soumettre au détecteur de mensonges, ce qu'il va faire. Et sauf que c'est un échec total pour lui. Il va rater vraiment le test au détecteur de mensonges. Donc là, les policiers ont quand même d'énormes soupçons, sauf qu'ils n'ont pas assez d'éléments matériels. Et lorsqu'ils sont face à ce genre de situation, on peut faire appel alors au grand jury. Faire appel au grand jury, cela demande de faire un procès. Et ce jury, leur rôle, c'est d'établir, en écoutant les preuves des inspecteurs, en écoutant leurs soupçons, tout ce qui a pu se passer. Leur but, c'est d'établir s'il y a assez d'éléments pour véritablement poursuivre cet homme. Donc, c'est ce qui va se passer. Le procès va avoir lieu et plusieurs personnes vont être interrogées. Et à un moment, il y a la défense de Bucky qui va interroger un des inspecteurs. Et malheureusement, un des inspecteurs, à une question, va parler du détecteur de mensonges. Et sauf que le détecteur de mensonges n'est pas recevable en cours, excepté s'il y a des aveux qui ont suivi. Sauf que ce n'est pas le cas ici. Donc directement, la défense va objecter. Après, on va arrêter le procès, le jury va être complètement dissous, et surtout, finalement, le procès va être ajourné. Donc finalement, ça ne dit ni si Bucky est possiblement coupable ou non coupable. Et pour avoir un nouveau procès, il faudrait de nouveaux éléments. Mais le temps passe et la famille, on va leur donner les objets, les éléments, le téléphone, la chaussure, ce genre de choses, on leur rend ces objets. Ce qui n'est vraiment pas bon signe dans ce genre d'affaires. Et c'est comme ça que l'affaire de Jessica Dishon va devenir un cold case. Durant toutes ces années, la famille va essayer de faire son deuil. Mais ça va être très difficile car elle n'a aucune réponse sur les circonstances de la mort de Jessica. Il n'y a personne à accuser, aucune raison, rien du tout pour eux. Et généralement, plus dans ce genre de cas, soit ça va diviser une famille, soit ça va encore plus les unifier. Mais malheureusement pour eux, ça les a vraiment complètement séparés. Et ils ont fini par divorcer. Nous sommes maintenant en juin 2012. Le département du Kentucky va appeler une femme nommée Lynn Hunt. Et Lynn Hunt, c'est une inspectrice qui est spécialisée dans les cold cases. Il lui demande si elle accepte de venir travailler avec eux. Elle va accepter. Et le premier dossier qu'elle va prendre en charge va être celui de Jessica Dishon. Donc elle va commencer à travailler dessus. Sauf que lorsqu'elle ouvre toute l'enquête, elle se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucun élément. Donc elle va voir la famille, elle leur explique qu'il y a une réouverture du dossier et directement, ceux-là vont lui donner la boîte. Et cette boîte contient tous les objets qu'on leur a rendus avant. Donc tout ce qui va être le téléphone, les chaussures, le sac à main. Donc déjà, elle arrive à récupérer ça. Sauf qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'éléments. Et elle apprend que durant le procès qui s'est passé avant, celui de Bucky, sa défense avait fait un remarquable travail d'enquête. Donc elle arrive à se procurer tout ça. Et grâce à ça, elle va apprendre un nouvel élément sur Bucky. Elle va apprendre que Bucky a un QI qui est de 61. Donc la moyenne, c'est environ de 90. Donc 61, ça montre qu'il a un gros retard intellectuel. Donc avec cette information, déjà elle sait qu'on n'aurait jamais dû lui demander de passer au détecteur de mensonges. Parce que généralement, dans ce genre de cas, on estime que la personne ne comprend pas forcément les questions qui lui sont posées. Donc pour Lynn, ça remet un peu en question quand même toutes les hypothèses qui étaient faites autour de Bucky. Elle ne pense pas qu'il est forcément innocent, mais elle se dit qu'il n'est peut-être pas si coupable que ça finalement. Et elle a envie d'essayer de retrouver d'autres suspects, d'essayer de trouver d'autres pistes. Et elle va en trouver une. Il s'agit d'un homme qui s'appelle James Coulter. Et lors du procès de Bucky, cet homme avait témoigné et il avait dit qu'il avait vu Jessica
la veille de sa disparition pour lui vendre de la drogue. Donc elle se demande, est-ce que cet homme ne serait pas mêlé à cette affaire? Elle le retrouve, elle l'interroge sur la matinée de la disparition de Jessica, et celui-ci va lui dire que cette matinée-là, il était occupé, il était dans un motel avec une femme. Et Lynn, même après toutes ces années passées, arrive à retrouver quelqu'un qui travaillait déjà à l'époque dans ce motel et qui confirme qu'effectivement, il se rappelle avoir vu James ce jour-là et qu'il n'est parti qu'après midi. Donc James est innocenté. Et là, Lynn se retrouve avec pratiquement aucun suspect. Nous sommes maintenant le 30 septembre 2013, soit donc plus d'1 an après la réouverture de l'enquête. Et ce jour-là, l'inspectrice reçoit un coup de téléphone qui lui informe qu'un détenu dans une prison affirme qu'il a des informations sur le meurtrier de Jessica. Elle va donc rencontrer cet homme, et cet homme lui explique qu'il a partagé sa cellule avec un autre homme qui était condamné pour pédophilie, et que cet homme-là lui a confié qu'il avait également tué Jessica Dishon. L'homme lui a confié qu'il l'avait gardée pendant plusieurs jours avant de la tuer. Il lui a également dit qu'il lui avait coupé certains des doigts pour faire croire que c'était comme un règlement de compte de drogue, de cartel, ce genre de choses. Et que la raison, c'était qu'il était énervé parce qu'elle avait un copain récemment. Et c'est là que Lynn va apprendre l'identité de cet homme. Et cet homme n'est autre que Stanley Dishon, le frère de Mike, et donc l'oncle de Jessica Dishon. On a certains nouveaux éléments sur le déroulement des faits. On apprend que Stanley a enlevé Jessica et il l'a emmenée dans une grange non loin de la River Bottom, là où on a retrouvé son corps. Et c'est là qu'il l'avait gardée pendant plusieurs jours avant de la laisser. Et il confie que, apparemment, il aurait enterré des affaires de Jessica sous un arbre qui est reconnaissable parce qu'il est très penché, qui est le long de la rivière. Donc là, Lynn, elle sait que pour confirmer les dires de cette personne, il faut qu'elle retrouve quelque chose de matériel. Donc elle se met en route et elle va retrouver cet arbre. Et avec un des frères de Jessica, elle va commencer à creuser. Ils vont creuser pendant des heures et des heures, mais ils ne vont jamais rien trouver. Puis lorsqu'ils repartent de cette zone, à un moment, elle s'aperçoit qu'il y a une grange, non loin de là. Et elle se dit que ça peut être cette grange dont on lui a parlé juste avant. Elle s'y rend, elle fouille à l'intérieur, et à un moment, elle retrouve un drap qui semble assez vieux. Et ce drap ne lui est pas inconnu, c'est un dessous de lit. Et elle se dit qu'elle a déjà vu quelque part et d'un coup elle réalise qu'elle a déjà vu dans la chambre de Jessica. Et elle se demande si ça peut être vraiment juste une coïncidence. Après ça, elle et le frère de Jessica vont se rendre directement chez eux. Ils vont aller directement dans la chambre de Jessica et par chance, depuis sa disparition, personne n'a jamais retouché à la chambre de Jessica. Elle est restée intacte. Et lorsqu'elle commence à regarder le lit, elle soulève les draps et là elle se rend compte que le matelas est nu. En fait, il manque le drap de dessous, le drap de protection du matelas, qui est exactement le même motif que tout l'ensemble du lit. Et donc là, elle comprend qu'elle a un élément qui prouve que finalement il y avait vraiment un lien entre les dires du prisonnier et ce qui s'est passé. Et là, on va apprendre la vérité. On découvre que Stanley abusait sexuellement de Jessica depuis des années. Et elle essayait de faire en sorte qu'il arrête, surtout qu'elle avait trouvé un petit ami, donc elle essayait d'utiliser ça pour le faire reculer. Et ça le rendait encore plus foudrage. Et elle lui avait dit d'arrêter, d'essayer de l'harceler, d'essayer de l'approcher, et elle lui dit que s'il continuait, elle allait le dire à son petit ami, qui allait probablement le dire du coup à son père. Et il savait que si son frère apprenait qu'elle avait abusé sexuellement de sa fille, il allait le tuer. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin-là, Stanley savait très bien les horaires de toute la famille. Donc il s'est rendu chez Jessica lorsqu'il savait qu'elle serait toute seule. Il s'est rendu à peu près au moment justement elle allait monter dans sa voiture pour se rendre à l'école. Et probablement une dispute a éclaté entre eux. Et elle a essayé de se défendre, de prendre son téléphone, de commencer à taper le numéro des urgences, sauf que ça devenait assez violent. Elle a commencé à essayer de s'échapper et courir se réfugier chez elle dans sa chambre, sauf que Stanley l'a rattrapée. Et à ce moment-là, il l'a frappée vraiment violemment, il lui a cassé la mâchoire à ce moment-là, et elle s'est évanouie. Il a donc probablement utilisé le drap à ce moment-là pour la transporter de chez elle jusqu'à la grange. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé le drap qui provenait de la chambre de Jessica dans cette grange. Et après, lorsqu'il l'a amenée dans la grange, il l'a gardée et torturée pendant 3 jours. Puis finalement, il l'a étranglée avec une écharpe à la fin et l'a abandonnée là où on l'a retrouvée, proche de la River Bottom. L'inspectrice va par la suite annoncer la nouvelle aux parents. Bien sûr, ceux-ci sont dévastés. Et la trahison est énorme, spécialement pour Mike, parce qu'il s'agit de son propre frère. Il apprend quand même que son frère a non seulement abusé sexuellement de sa fille pendant des années, mais il l'a également enlevé et tué. Et il dit que si c'est vraiment lui,
du coup, si c'est ça, il mérite la peine de mort. Mais durant cette enquête, on apprend également une autre chose. On apprend que Stanley a également abusé entre 3 et 6 autres personnes qui sont de la famille Dishon. Stanley est donc poursuivi pour kidnapping, meurtre et viol. Sauf que c'est vraiment très compliqué pour les victimes d'abus sexuels de revenir parler de ça devant tout le monde. Et elles n'ont pas vraiment la force de le faire toutes ces années après. Donc les inspecteurs décident de trouver un arrangement avec Stanley pour leur éviter un procès qui sera vraiment dur psychologiquement pour eux. Et ce marché, Stanley l'accepte, donc il plaide coupable de meurtre, de viol et du kidnapping. Et il sera condamné seulement à 20 ans de prison. Ce qu'effectivement, le marché était de 20 ans de prison. Ce qui peut sembler très peu, je l'accorde. Après tout ça, même si la famille de Jessica sait maintenant la vérité, la trahison est vraiment énorme pour eux. Ils sont vraiment abattus, spécialement Mike, parce qu'il s'agit vraiment de son propre frère. Ils l'ont aidé, ils expliquent qu'ils l'ont nourri, aidé, il était là tout le temps avec eux. Et j'imagine même pas la trahison que c'est quand on découvre une chose pareille. Mais il y a un autre élément qu'on découvre durant l'enquête qui va finir de vraiment les achever encore plus. C'est Lynn, l'inspectrice. Lorsqu'elle a fait ses recherches, elle s'est rendue compte que la défense, lors du procès de Bucky, avait déjà reçu une lettre en 2002. Et dans cette lettre, un prisonnier expliquait déjà que Stanley Dishon il s'était dénoncé. Il avait déjà dit à quelqu'un qu'il avait tué Jessica. Et ce prisonnier avait écrit, il avait quand même envoyé cette lettre. Donc on sait que l'État avait cette lettre, que les policiers l'avaient en leur possession et que personne n'a rien fait. En fait, la vérité était déjà dite depuis l'année 2002. Et plus actuellement, j'ai lu qu'en 2019, Stanley avait fait une sorte d'interview et il déclarait qu'il était toujours innocent, que c'était une erreur judiciaire et que en fait il avait dit qu'il était coupable parce qu'il n'avait personne pour le défendre. Ce seraient ses raisons. Dans cette affaire, c'est vrai qu'il y a eu quand même des éléments assez étranges, comme le cas de Bucky, qui a changé sa version de nombreuses fois, qui s'est contredit, qui a raté le détecteur de mensonges. Mais lorsqu'on sait qu'il a un retard intellectuel, on se dit que cela peut être dû à ça et qu'il n'est pas forcément coupable. Mais peut-être que finalement il avait aussi un lien dans cette affaire. Peut-être qu'un jour on saura la vérité par rapport à ça, ou peut-être que non. Après, je pense qu'il y a de fortes chances que Stanley ait quand même appuyé cette idée dans la tête de Mike, le fait que Bucky était coupable, parce que lui, au moins, il restait innocent dans la tête de tout le monde, personne ne pouvait le soupçonner. Il y avait déjà un coupable tout trouvé pendant des années. Il est vrai que j'adore parler de cold case résolus. C'est, je pense, vraiment mes sujets préférés. Même s'il y a une frustration tout le long de savoir que toutes ces années, on a attendu, qu'on n'a pas eu de réponse. Mais je trouve que vraiment le fait d'avoir une réponse à la fin, je trouve que ça redonne vraiment comme un énorme espoir aux familles qui peuvent attendre depuis des années. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément de cold cases qui ont été non résolus jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'avoir les notifications de mes vidéos chaque semaine. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle affaire la semaine prochaine.